Et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le top 3 du mois de juillet. Top 3 qui aurait dû sortir normalement cette semaine, mais bon, j'étais en vacances et j'ai pas eu le temps. Bienvenue à tous, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas, si vous aimez ce genre de programme. Aujourd'hui, on va faire un top 3 des actions qui, pour moi, sont des bons investissements sur ce mois de juillet si vous n'êtes pas encore en vacances et si vous essayez de placer avant de partir, dépenser tout votre cash en restaurant. Cette vidéo est faite pour vous. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez de mon top 3 en commentaire, du top 3 du mois passé. On va aller voir un petit peu les perfs aussi du top 3 que j'avais donné en juin, si ça a perf, si ça s'est fait découper, etc. Et on peut voir que, petite perte depuis un an, on est sur du 20%. Depuis ce début d'année, on est sur du 10,5%. Et surtout, n'oubliez pas, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Pourquoi je vous dis ça? C'est que tout simplement, quand vous allez investir, vous allez avoir par exemple des flops, hein, un petit peu comme Partners Group. Bon, moi, j'ai que 2 actions Partners Group, donc je suis pas trop dans le caca. Vous allez vous prendre à moins 20%. Vous n'allez pas savoir pourquoi vous êtes pris à moins 20%. Vous allez être tenté de vendre. C'est là que vous allez faire votre plus grosse erreur. C'est exactement pour ça que je vous montre mes performances. Pourquoi? Parce que moi, quand j'investis, je fais des tests d'investissement, etc. Donc, n'investissez jamais parce qu'un Gugus vous a fait une vidéo sur Internet pour vous parler d'un top 3. Faites vos propres recherches, allez investiguer sur les actions. Et on va passer maintenant un petit peu, nous, à ce que j'avais proposé le mois dernier. Donc, on avait Prada, j'avais proposé Prada le mois dernier. Prada qui a fait une petite perte de 1%. Est clairement encore sous-évalué, n'hésitez pas à aller voir l'épisode du mois de juin, je trouve que Prada c'est toujours intéressant, mais maintenant il faut un nouveau top 3, il faut des nouvelles actions, donc on va changer les amis, on va pas toujours parler des mêmes. En top 2, j'avais mis Resmed qui s'est un peu mieux comporté, elle a fait 5%, et Resmed on est encore sur quelque chose de sympa maintenant, il y a un risque, c'est une boîte... Medical Resmed qui fait comment dire? Des appareils d'apnée du sommeil, donc il y a, pas mal de risques et cetera avec Resmed. C'est à prendre avec des pincettes, mais je trouvais qu'on était sur une boîte qui était vraiment sous-évaluée pour moi, donc je l'avais proposé. En numéro 1, j'avais mis Tencent les amis, Tencent qui s'est, alors j'ai pas regardé, mince, j'ai pas regardé ce elle avait fait, ouais, je crois qu'elle a pas fait grand chose en vrai, hein, depuis ce mois de je crois que j'avais fait la vidéo autour du, on était le 8, il me semble, un truc comme ça. Ouais, ça a fait 3. Non, là on est à 5, mais ça a fait 3% de perte, je crois, sur le mois de, enfin, depuis que j'ai fait la vidéo. Après, ça dépend, hein, bien évidemment, quand les gens ont acheté des actions, etc. N'achetez pas encore une fois parce que je vous fais une vidéo. Mais c'est intéressant, c'est très bien de faire des vidéos, mais c'est un petit peu intéressant aussi de voir un petit peu ce que les gens proposent. Parce que souvent, quand je vois des top 3, c'est très bien, les top 3 sont proposés. Par contre, je vois pas les perfs derrière, mois après mois, année après année, etc. Donc c'est bien facile de faire un top 3. Maintenant, il faut regarder un petit peu ce que ça donne en chiffres. Et nous, on va passer, les amis, à la troisième position de ce top 3 du mois de juillet. Et vous allez voir que c'est une boîte que beaucoup d'entre vous connaissent. Et on va parler de Vinci. Vinci, pour une fois que je parle d'une boîte sur PEA, les amis, c'est vraiment, faut le marquer dans le calendrier. Vinci, je trouvais qu'on commençait à avoir un prix sympa. J'ai fait un deep dive d'ailleurs sur Vinci. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne, tout simplement. Vous allez dans la playlist, vous retrouvez le deep dive sur Vinci et vous allez voir quand Vinci risque en tout cas de perdre ces concessions d'autoroute. Et de mémoire, je crois que les premières concessions, c'était 2032. Il me semble, mais la plus grosse des concessions, c'était 2036. Bref, on est sur une boîte qui voit son chiffre d'affaires grossir de 6,77% par an sur les 10 dernières années. C'est pas une croissance de fou non plus, hein. Ça bosse un peu mieux niveau bénéfice, niveau free cash flow, donc ça veut dire qu'on a des marges de free cash flow qui sont pas déconnantes non plus. On a une boîte qui est bien diversifiée, hein. On a la construction, on a l'énergie avec Cobra, on a les aéroports, etc. avec les concessions d'autoroute, et on a compagnie de holding. Et ça, c'était le Cobra, mais ça va être couplé à l'énergie et revenus, bref. Et on a une boîte surtout qui est bien diversifiée géographiquement, même si les revenus français, hein, elles sont encore à plus de 40% dans notre belle contrée dans l'Hexagone. Donc ça peut refroidir un petit peu des investisseurs. Maintenant, niveau marge, ça travaille pas si mal, on peut aller les voir depuis 5 ans. En vrai, ça travaille très très bien. Bon, après, il y avait le Covid, donc ça fausse un petit peu les choses. On voit que c'est assez stable. En vrai, on n'a pas non plus une boîte qui surperforme. Pareil sur les retours sur capitaux, c'est pas non plus incroyable, mais on va aller voir niveau valorisation, ça se paye à des taux, enfin à un prix qui est pas déconnant. On a un petit peu de capex, on a un petit peu de rémunération en action, par contre qui sont en augmentation. Donc ça, je voudrais bien savoir pourquoi on donne des rémunérations en action chez Vinci, bordel de merde. On n'a pas besoin d'attirer des cerveaux de zinzin. On a une boîte par contre qui s'est pas forcément désendettée, mais qui a augmenté largement sa trésorerie. Donc on voit qu'on a une dette sur EBITDA qui est
De plus en plus petite les amis, donc ça, c'est très bien. On a une boîte qui commence à aussi à faire un petit peu de rachat d'actions, 10 millions d'actions en circulation, zappé depuis 2024, par rapport à 2025, donc ça, c'est bien aussi. On a un dividende qui augmente de 10 par an, vous êtes couvert, avec l'augmentation du dividende par rapport à l'inflation. Après sur les autres chiffres, je trouve pas ça incroyable, mais par contre, c'est une boîte à mettre dans son PEA si vous voulez, une boîte à dividende. On a une boîte qui crache du 4,20 en yield pour Vinci. Après, il y a des risques, notamment lié à l'État français, donc là, c'est pour ça, moi, je vais pas me positionner perso sur, Vinci, en tout cas pas pour l'instant. Je j'ai pas envie d'allouer du cash à Vinci, je trouve qu'on n'est pas non plus sur une décote incroyable. On a un petit payout ratio, seulement 54 entre guillemets pour une boîte qui donne beaucoup de dividendes, donc c'est pas déconnant non plus. En plus, on voit qu'il y a quand même du rachat d'actions depuis, même 2022, hein, même un petit peu avant. Donc on voit on va avoir du levier normalement s'ils arrivent à faire croître leurs bénéfices et cetera, pour faire augmenter ce dividende sans que ça pèse trop non plus dans le payout. Donc ça, c'est vraiment aussi ce qu'on veut et ce que j'aime bien regarder, on a des résultats qui arrivent quand d'ailleurs pour Vinci? C'est le 29 juillet, hein, donc on pourrait pourquoi pas, parier, juste avant les résultats et moi ce que j'aime bien regarder c'est mon petit graphique personnalisé. Par contre ce qui bug parce que j'ai pas si voilà, j'ai mon PE qui arrive les amis, c'est juste mon ordi qui a trop chaud. Donc là voilà, ce que j'aime bien regarder c'est est-ce que la boîte travaille de mieux en mieux depuis 3, 5, 10 ans et regarder par rapport à son prix, est-ce que ça se paye beaucoup moins cher qu'avant? Donc est-ce qu'on a les fondamentaux qui s'améliorent par rapport au prix actuel de la boîte? On avait on a vu une marge d'EBITDA de 16% en 2022, elle est 18%, donc on a vraiment des fondamentaux qui s'améliorent, même si c'est pas évident en termes d'exponentiel, hein. On a des marges de free cash flow, moins les rémunérations d'actions qui étaient de 9% en 2022, ils sont de 10%, donc ça c'est quand même en augmentation. Et on avait un ROIC qui était de 6% en 2022 et qui est de 6,84 actuellement. Donc on n'a pas non plus une boîte qui améliore drastiquement ses fondamentaux. Par contre, on a une boîte qui se paye 13 fois et demi le PE. C'est pour ça que je l'ai mis en top 3 parce que ça s'est payé quand même moins cher, hein, notamment sur 2024. Il y a eu quelques petites zones, mais ça se paye. On va aller voir côté valorisation. Est-ce que j'ai mis ma thèse dans Bagger? Je crois pas. Je crois pas que j'ai mis ma thèse dans Bagger, je sais pas, bref. Pas très grave. Ça se paye 13 fois les bénéfices, les amis. 13 fois les bénéfices pour Vinci. Bon, il y a quand même toute une, entre guillemets, décote liée au réseau d'autoroutes, etc. Mais ils sont en train de faire pivoter leur business dans le rachat, entre guillemets, dans la gestion d'aéroports. Donc, pour essayer de pallier aux autoroutes qui vont peut-être leur glisser dans les mains, mais hein, ce n'est pas fait encore. On a des contrats qui vont arriver à échéance. À voir ce que ça va donner. Moi, j'ai pas envie trop de mettre des billes dedans parce que je sais pas du tout ce que ça peut donner niveau politique en France dans les années à venir. J'ai pas envie d'être entre guillemets le variable d'ajustement d'un gouvernement. Mais franchement, en étant conservateur, si on arrive à faire, hop, j'enlève ma grosse tête. Si on arrive à faire 6% de croissance des free cash flow par action, un multiple des prix de free cash flow de 10, ce qui n'est pas déconnant, on a une moyenne à 11, on aurait un prix juste autour de 129 euros, ce qui nous donne un rendement estimé de 13% par an et une marge de sécurité de 8. Donc c'est pas déconnant en vrai pour Vinci, pour tous ceux qui veulent se positionner sur PEA, il n'y a pas énormément de boîtes actuellement intéressantes sur PEA, je trouve, à des prix décotés en termes de rendement, même dividende, mais même en quality pure, même si on n'est pas sur une mode de quality pour moi, on pourrait potentiellement avoir une zone d'achat intéressante sur Vinci. On va aller voir dernièrement la droite de régression linéaire. J'aime bien quand même jeter un petit coup d'œil pour voir si des fois Vinci, quand même, depuis, là, on a un historique de 94, donc on voit que le prix arrive toujours plus ou moins à revenir sur cette droite. Et depuis 2001, en vrai, on n'a pas retouché à la droite. Pourquoi? Parce on a un marché qui est prudent par rapport aux concessions d'autoroute et ça se matérialise ici. Ça se paye 5 fois les operating cash flow, 8 fois les free cash flow. Clairement, on n'est pas à l'abri si jamais ça arrive à garder les concessions d'autoroute, que derrière ça prend quelques concessions d'aéroport en plus, on n'est pas à l'abri de pouvoir faire des très très belles performances. Et pourquoi pas aller chercher un dividende à 7 ou 8% en yield? Pourquoi? Parce que peut-être que, enfin, Vinci va garder ce 4%, mais peut-être que votre prix, comment dire, va exploser quoi en fait, hein. Peut-être que demain, enfin demain non, mais peut-être que dans 2, 3 ans, Vinci se paiera, 200 € et que vous aurez un yield par rapport au prix que vous l'avez acheté à 6 ou 7. C'est pas déconnant du tout, en tout cas pour tous ceux qui veulent se positionner. On a la fair value Bagger, ouais, ça nous donnerait une fair value à 130, ouais, je suis assez d'accord avec eux. Autant il y a des fair value, je trouve, qui sont un petit peu optimiste, autant là, je trouve qu'on n'est pas déconnant du tout. Petite nouveauté aussi pour mon top 3, on va aller voir côté graphique, les amis, on n'arrête pas de s'améliorer sur la chaîne. Et on a justement le support des 118 qui a été testé, mais c'est un support court terme, hein. Le support plus long terme, il est à 115 et il n'a pas été testé. Mais pourquoi pas en vrai se positionner avant les résultats ici
et attendre peut-être, de voir un petit peu ce que ça va donner. Mais pour quelqu'un qui veut se positionner et qui est prêt à patienter et cetera, parce que là clairement, faut pas viser un x2, dans les dans les 5 ans, sur Vinci, je ne pense pas en tout cas. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais je pense on peut aller chercher du 10 largement par an avec déjà 4 de rendement de dividendes qui tombent dans votre poche sur PEA. Je trouve que c'est une boîte, en tout cas, c'est pas déconnant du tout. Les gens, qui l'ont en watchlist et qui la regardent, moi, elle aurait peut-être pu m'intéresser, mais j'aurais préféré. En vrai, on aurait tapé les 115, on aurait eu une marge peut-être un peu plus grande, peut-être que ça m'aurait intéressé, mais là, je suis pas acheteur, en tout cas à ce niveau-là. Mais je comprends, beaucoup de gens, en tout cas, qui sont en train de regarder Vinci actuellement, et ça peut, potentiellement être une bonne, fenêtre d'opportunité. Et maintenant, on va passer à la société numéro 2. Et en numéro 2, on va parler de Symbotic que j'ai rentré récemment en portefeuille. D'ailleurs, il faut que je fasse une petite update du portefeuille sur Bagger. Je ne l'ai pas rentré, dans le portefeuille sur Bagger, mais je l'ai acheté, j'en ai acheté très peu en vrai. J'ai ouvert une petite position sur Symbotic. J'en ai acheté 12 avec un PRU, je crois, de 44 il me semble. J'ai acheté un petit peu plus cher qu'au prix actuel. Et pour vous expliquer ce que fait Symbotic, quoi de mieux que d'aller voir tout simplement un petit peu mon deep dive. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le deep dive sur la chaîne. Pareil, hein, si l'action vous intéresse, si vous voulez vous creuser un petit peu les ménages. Donc Symbotic, c'est quoi? C'est clairement leur mission, c'est de réinventer la chaîne d'approvisionnement en convertissant les entrepôts traditionnels en écosystème je vais y arriver, logistique autonome et ultra dense. Donc, en bref, qu'est-ce que fait Symbotic? En gros, vous passez de Bernard et Jean-Pierre sur leur, magnifique Fenwick, hein, bien avec leur pause café, bien évidemment, ils sont cégétistes, à, un entrepôt, tout simplement robotisé de A à Z. Et on va, passer, hop, sur les segments de revenus pour vraiment comprendre ce que fait Symbotic. C'est-à-dire que c'est les seuls à pouvoir proposer une dépalettisation. En gros, vous arrivez avec votre palette sur un petit tapis roulant. Symbotic va dépalettiser, enfin le robot va dépalettiser et les Symbots qu'on voit ici vont tout simplement ranger la marchandise et vont aller repalettiser plus loin. Et vraiment, la force de l'entreprise, c'est qu'on a en gros un client qui paye 50 millions enfin 50 millions pour le système. Vous avez une réduction de stock de 50 millions parce que vous avez besoin d'avoir beaucoup moins de stock vu que c'est beaucoup mieux rangé et ça répond à flux tendu. Vous avez une économie nette de 10 millions par an déjà, donc au bout de 5 ans, vous êtes déjà dans vos coûts. Vous avez une durée de vie de 25 ans et du coup, vous avez une économie d'échelle de 250 millions de dollars sur les 25 ans, les amis. Vous avez une amélioration de l'efficacité de sortie de 5 à 9 fois. Pourquoi? Parce que vous allez beaucoup plus vite. Vous avez en plus tout ce qui est gestion de logiciels, des stocks, etc. On va dire hein, bien plus puissant que si c'était Roger et Jean-Pierre de la compta, entre guillemets, qui regardaient vos stocks. Vous avez une capacité de palette accrue, parce que ça va être bien mieux rangé que si c'était l'humain. Vous avez une exactitude à quasiment 100%. L'agilité SKU, c'est quoi? C'est-à-dire que demain, je sais qu'ils ont énormément de, un gros backlog avec Walmart. Demain, Walmart fait une nouvelle, comment dire? Une nouvelle marque de brosse à dents, bim, ils envoient directement le petit modèle de brosse à dents, dans le logiciel de, dans le logiciel Symbotic et en fait, vous avez directement votre nouveau produit qui est, rentré. Donc en fait, il n'y a pas, de comment dire? Il y a pas de besoin d'avoir des produits qui sont là depuis des années. Vous pouvez avoir tout un panel de nouveaux produits qui rentrent dans les logiciels, il n'y a pas de problème. Vous avez une réduction de l'empreinte au sol. On sait qu'énormément d'entrepôts sont trop petits, entre guillemets, par rapport, notamment les entrepôts logistiques, parce qu'on a plus de gens qui consomment sur Internet. Donc vous avez une réduction de l'empreinte au sol. Vous avez des coûts de transport inférieurs. Pourquoi? Parce que c'est mieux palettisé, donc vous faites moins de palettes. Et vous avez des rotations des stocks plus rapides et moins de ruptures, les amis. Donc voilà ce qui m'intéressait, moi, chez Symbotic. Et c'était surtout les seuls qui étaient capables de dépalettiser de A à Z. Et là, on voit justement comment dire? Un entrepôt, hein, donc avec énormément de place gagnée, parce que là, vous allez pouvoir stocker du matos jusqu'en haut. Donc là, on a les Symbots en bas. Là, vous avez les petits ascenseurs. Et là, vous avez les petits robots qu'on voit là qui simplement qui vont et viennent dans les rayons, entre guillemets, de logistique et il s'attaque à de mémoire, si je ne dis pas de conneries, donc les vêtements, du vente au détail, produits de consommation emballés, restauration, épicerie, soins de santé, les amis. Et on va aller voir maintenant la fiche de l'action. Alors c'est une action qui a été qui est rentrée en cotation à partir de 2021, donc on n'a pas non plus 50 ans derrière nous de données et c'est une entreprise qui est devenue rentable seulement en 2025. Donc il faut lui laisser le temps en termes de free cash flow, mais en termes de bénéfices, ça ne se voit pas encore. Pourquoi? Parce que vous avez de l'amortissement. Je l'explique aussi, vous avez un comment dire?
un segment de revenus d'opérations services et cetera qui coûte de l'argent à l'entreprise, mais cela va, se réduire avec le temps. J'explique pourquoi. Vous avez le software maintenance, ça leur apporte de l'argent et vous avez surtout le système revenu. On a des revenus qui sont d'augmentation de 60 sur les 6 dernières années, enfin les 10 dernières, enfin non, les 6 dernières années, je compte depuis 2019, c'est normal. On peut afficher les prévisions, même si j'aime pas trop regarder, trop les prévisions, mais bon bref. Et par contre, en termes de bénéfices, si on part hop, en trimestriel et on voit, non, on va enlever, merde, il faut qu'on enlève les prévisions, sinon ça va me donner les prévisions. Et j'en ai rien à faire, des amis, des prévisions, mais on voit que ça y est, en 2026, on a 2 trimestres consécutifs, la première fois que ça arrive, où on a des bénéfices, les amis, donc ça c'est très bien. Les free cash flow, pareil, là on avait des free cash flow max en 2025, on en a un petit peu moins. Je l'explique aussi dans le deep dive. On a des marges qui vont s'améliorer, c'est tout à fait normal, on va commencer enfin à gagner de l'argent, donc c'est pour ça que les retours sur capitaux, et cetera, pour l'instant, c'est un peu aux F tiers, parce qu'on a une boîte qui va commencer à être rentable. Mais pourquoi, moi, j'ai mis Symbotic dans mon portefeuille? C'est que je pense, en tout cas, avec l'essor d'Amazon, Amazon qui gagne de plus en plus de parts de marché, les autres, enseignes vont devoir, parce qu'Amazon le fait déjà, ce que fait Symbotic. Amazon le fait pour lui, il ne le fait pas pour les autres entreprises, mais a déjà réorganisé toute sa supply chain, logistique. Donc les autres entreprises pour survivre vont devoir aller voir Symbotic et en plus ils ont une co-entreprise, une joint venture avec SoftBank pour répondre aussi à la demande, d'entreprises beaucoup plus petites qui ne pourraient pas se payer un système complet. Mais en fait, ils auront ainsi un comment dire? Je crois que c'est Greenbox le nom de la société. Ils vont monter des entrepôts et louer les box pour certaines petites entreprises où les gens vont pouvoir stocker, leur matos pour le revendre et cetera sur internet et ça, je trouve que c'est vraiment, porteur sur les années à venir. Donc en termes, de cash, vous allez me dire: «Ouais, comment ça se fait qu'ils ont aucune, dette alors que c'est une petite société qui ne gagne pas d'argent?» Bah, tout simplement qu'en fait, ils émettent des actions. Donc, ils vous diluent un peu la tronche. OK, on est dilué, ça, il faut le savoir. Mais on va être dilué de moins en moins, parce qu'en fait, la boîte va commencer à faire des bénéfices, va commencer à croître, à gagner pas mal de free cash flow, etc. Donc, il y aura moins besoin de vous diluer la tronche. Et en termes de valorisation, on peut aller le voir. Ça se paye 56 fois en forward PE. Pourquoi? Parce que l'on aurait normalement 4 trimestres enfin consécutifs avec des bénéfices. Donc ça se paye assez cher. Par contre, on voit qu'en 2019, on aurait un PE forward de 14. Donc il faut le prendre tout ça avec des pincettes. On a des résultats qui arrivent le 5 août, mais moi je trouve qu'au prix actuel, à 43 $, ça me semblait être une zone cohérente. On voit qu'elle est montée, elle est montée très très haut. Elle est montée à plus de 80, ouais, 83 $ en 2025. Je trouvais qu'on était bien trop haut. Mais je trouvais en tout cas s'ils arrivent à faire une croissance de free cash flow par action de 3 avec un multiple de 3 de 13 fois le free cash flow, on aura un prix juste autour de 52 $ avec un rendement estimé de 16, une marge de sécurité de 16. Mais là, il faut être extrêmement comment dire, conservateur. Parce que est-ce qu'ils vont pouvoir faire grossir leur chiffre d'affaires, enfin leur free cash flow autant? Il va falloir être patient. C'est clairement une boîte qu'il faut avoir en portefeuille, hold, ne plus la regarder, juste regarder les résultats, ne pas regarder les news parce que c'est le genre de boîte qui peut se prendre une mauvaise news. Et oui, le contrat avec Walmart a mis plus de temps qu'être prévu, tel magasin a vu un retard, et cetera. Mais par contre, je ne sais pas du tout pourquoi il y a un dividende ici. S'il paye un dividende, faut foutre le CEO en prison. Mais en tout cas, on nous annonce on a une croissance du chiffre d'affaires de 23 par an et je pense qu'on peut largement y aller. On a des résultats, encore une fois, qui sont le 5 août. On va les checker. Clairement, c'est une boîte, encore une fois, où il faut être extrêmement patient. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous en avez en portefeuille, si vous comptez en acheter, si vous, pour vous, le titre n'est pas du tout intéressant. Mais je trouve qu'à l'ère où on nous vend de la robotique, on nous survend Musk, etc., avec les Optimus, pour moi, c'est une des seules boîtes actuellement robotiques qui peut être vraiment viable dans les 3 à 5 prochaines années. Là où Tesla, avec les Optimus là, qui nous seront peut-être livrés en 2040, j'attends de voir. On aurait une fair value autour de 100 $ ouais, sur Bagger, mais je trouve qu'ils sont quand même très très optimistes. Moi je pense que 43 $ c'est pas trop mal. On va aller voir aussi normalement, hop, je l'ai mise ici. On a eu la petite résistance qui était à 38 $ qui a été testée ici. Moi j'aurais dû en acheter là. J'ai hésité, je me suis dit: «Ouais, pourquoi ça va peut-être revenir, on verra» et au final, on vivote. Mais pour l'instant, c'est une petite position, j'ai prévu de la faire grossir. Donc si on revenait pardon, à retester cette petite résistance, à voir les amis et on a une résistance court terme et ouais, en fait non, c'est les supports sont
Les supports, c'est pas les résistances, mais les supports sont quasiment ici, donc en vrai, si on venait à retester, peut-être que je viendrais à renforcer ma position et surtout, on va voir ce qui va se passer le 5 août. On ne sait pas comment peut réagir le marché. On peut très bien péter la résistance et aller se retrouver à 27, un petit peu plus bas, mais je ne serais pas inquiet. C'est un titre où il faut être extrêmement patient. C'est pas là où vous allez faire le x3 en 1 an et demi. Pour moi, tant qu'on n'a pas vraiment 4 trimestres avec des vrais bénéfices comptables et comment dire, et dans la poche, il faut être patient avec le titre. Maintenant, on passe à la première société du top mois de juillet. Et avant toute chose, si cette vidéo vous plaît, etc., n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à la mettre sur vos réseaux. On rush les 1000 abonnés avant le mois d'août. Donc il ne nous reste que quelques jours, les amis. Allez-y, bombardez de commentaires. Faites grossir l'algo. Mettez un petit pouce, ça m'aide énormément. Je vous en remercie. Et on va parler, nous, de Netflix en top 1. Clairement, Netflix, je trouve qu'on a un prix qui commence à être extrêmement intéressant. On va aller voir le côté quantitatif, mais tout le monde connaît en tout cas Netflix de nom. Et on peut voir que niveau croissance des revenus, sur les 10 dernières années, on est à 18%. Les prévisions nous annoncent quoi après en croissance? On nous annonce du 9% là, non? On se fout de notre gueule un peu là, non? Ouais, on nous annoncerait 9% de croissance du chiffre d'affaires, OK. En termes de bénéfices, ça doit être beaucoup mieux, parce que j'imagine que la marge nette, ouais, est plus sympa. On est quasiment sur 15% de croissance annoncée, en tout cas des bénéfices. Et en termes de free cash flow, on ne sait pas. Mais par contre, on a une boîte qui perdait de l'argent jusqu'en 2021-2022. Maintenant, ils sont arrivés totalement à fixer, entre guillemets, les coûts et surtout à augmenter les abonnements et arriver à balancer de la pub un peu partout. Donc ça, et je pense qu'en vrai, ils ont encore beaucoup de leviers de croissance, notamment dans tout ce qui est publicitaire. Si on enlève le TTM, on a une perte de 36% depuis 2023 à 2025. Donc 3 ans, 36% de croissance des free cash flow, c'est très quand même costaud. En termes de revenus, on est bien diversifié aussi. On a surtout, regardez-moi ces marges, hein. On a une boîte qui travaille très bien. Depuis 10 ans, ça rigole zéro. On est passé de 29% de marge brute à 49, 2% de marge nette à 28. Et on est vraiment sur une tendance haussière sur les retours sur capitaux, c'est quasiment la même chose. On voit que ça rigole zéro du côté de chez Netflix. On a quasiment plus de dettes alors on avait une boîte qui était très endettée avant 2020. Et en plus, on fait du rachat d'actions, les amis. On a un peu plus d'employés, mais ça, c'est pas très grave. On a un super ROIC qui est de 675%. Donc, l'argent injecté récemment dans la boîte est bien meilleur que l'argent injecté historiquement. Donc, on a une boîte qui travaille très très bien et on a une marge de free cash flow de 20%. Donc ça, c'est très intéressant sur Netflix. Moi, ce que j'aime bien faire, vous le savez, à chaque fois, c'est regarder avec mon petit graphique personnalisé. Allez, mon petit PE, tu vas t'afficher, s'il te plaît. J'ai peut-être pas mis... Non, j'ai pas mis le PE, en fait. Bah si, je l'ai mis, le PE, là. Sous de ma gueule, là. Là, on est en train de se foutre de moi, là. Hop, et bien évidemment, regardez ça, on a une boîte qui travaille de mieux en mieux. En 2023, on avait une marge d'EBITDA de 21%, on arrive à 30%, on avait des marges de free cash flow moins les rémunérations d'actions qui étaient 19%, on est à 24%. On avait un ROIC de 15, on a un ROIC de 26 et on avait des flux de trésorerie d'exploitation. Il n'y a quasiment pas de capex, donc c'est quasiment les free cash flow de 7 milliards et maintenant on est passé à 12 milliards 6 comment dire, et on voit notre PE, hein, notre prix de l'action par rapport au bénéfice qui est seulement de 23. Il n'a jamais été aussi bas que depuis 2023. Est-ce qu'on a un peu, ouais, on a un peu au plus bas ici, mais est-ce que c'est, ouais, je pense que c'est surtout parce qu'on avait une boîte, je sais plus ce qu'elle s'était mangée en 2022, mais il y a eu un problème sur Netflix. Et là en 2023, bon, ce qu'a pas aimé le marché, c'est quoi? C'est le fameux achat avorté. Je crois que c'était la Warner, il me semble. Il devait acheter Warner. Ça s'est pas fait, heureusement, parce que sinon il y aurait eu énormément de dettes. Je crois qu'on était sur un deal à plus de 100 milliards. Enfin, c'était de la folie complète. Ça aurait ramené énormément de licences au catalogue, hein. Je crois que ça ramenait tout ce qui était Harry Potter, tout le bordel. Enfin bref, ça ramenait quand même des très très belles licences. Maintenant, ça s'est pas fait. Le marché était plutôt content au départ. Et pourtant, quand on voit côté Valo, les amis, ça se paye 23 fois le PE. Moi, je trouve que c'est pas déconnant du tout. 20 fois en forward PE. Le PEG ratio est de 0,4, hein, on le rappelle, hein, une entreprise entre 0 et 1 serait, semble-t-il, sous-évaluée avec le PEG ratio. Ça s'achète 25 fois les operating cash flow, 26 fois les free cash flow. Alors, la médiane à 10 ans, elle n'est pas bonne parce que oui, il y a 10 ans, l'entreprise gagnait pas de pognon. Donc, c'est normal qu'on ait une médiane bien supérieure à il y a 10 ans. Mais ça, c'est complètement, complètement pas bon du tout. Et par contre, moi, en termes de prix juste, franchement, si la boîte arrive à faire 14% de croissance des free cash flow sur les 5 prochaines années, pas déconnant du tout, hein. Je suis pas du tout mal à l'aise avec cette projection-là. Un prix sur free cash flow de 25, c'est pas déconnant du tout non plus, franchement, quand on voit qu'actuellement ça se paye 26 alors que ça s'est bien fait target. On aura un prix juste à 75 $ en étant
quand même conservateur. Parce que je pense que les free cash flow par action peuvent largement, hop, être, bien au-dessus des 14%. Mais j'ai préféré me protéger et on voit que je pense, en étant quand même, assez conservateur, je pense que 16%, ça serait pas déconnant du tout. Même si on enlève un petit point là, on aurait nos 13% de rendement estimé, on aurait une marge de sécurité de 6%. C'était pas énorme, mais en vrai, moi, je pense que ça peut même se payer 27 fois les free cash flow. C'est pas déconnant du tout sur Netflix. Si ça arrive, en tout cas, si la boîte arrive à continuer à faire croître ses fondamentaux, à faire grossir son parc d'abonnés, à augmenter un petit peu les prix, à surtout augmenter les pubs, je pense que la boîte peut aller chercher énormément de pognon. Et même si ça se venait à se payer 24 fois, on n'est pas à l'abri du tout de faire 18, même du 20% de croissance des free cash flow sur les 5 prochaines années, pardon. Donc moi, je ne serais pas du tout étonné de voir énormément de gens se ruer en tout cas sur Netflix. Moi, c'est pas forcément une boîte qui m'intéresse fortement. En tout cas, je ne peux pas tout acheter, hein. Clairement, moi, j'ai un nombre limite d'entreprises en portefeuille. Et on voit qu'on est même en droite de régression depuis 2002. On est sur quasiment deux droites de régression en dessous. Ouais, enfin, il faut que je me calme quand même, mais pas loin, à 73. Et on aurait une droite de régression à 173 $. On aurait un prix juste à combien ici? On aurait une fair value à 140. Ouais, je suis pas, c'est pas déconnant 140 $ en vrai pour une boîte comme Netflix par rapport aux fondamentaux. Ouais, le forward PE il est de 20, ça s'est jamais payé aussi peu cher. Ah si, ça s'est payé à 19 fois en 2022, mais 2022, je sais plus trop ce qu'il y avait eu un problème, hein. Il y a eu un dégonflement aussi de Netflix, mais on avait une boîte, encore une fois, hein, vous l'avez vu grâce hop, à ce graphique ici. On a une boîte qui n'a jamais aussi bien travaillé, qui ne s'est jamais payé aussi peu cher, bordel de merde. Donc là, je comprends des gens qui ont envie, parce que là, voilà, ça se payait pas cher, ça se payait 16 de peu, et tu avais une boîte qui avait une marge de free cash flow de 3%, un ROIC de 12 et qui avait un flux de trésorerie de 2 milliards, quoi, une marge d'EBITDA de 18. Là, on voit qu'on a tous ces chiffres qui ont up de zinzin et pourtant on a une boîte qui est sous-évaluée. Ça pourrait être intéressant en vrai de pousser un petit peu pousser un petit peu un petit deep dive sur Netflix. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi quelle entreprise, ouais, ça se paye 19 fois sur 2027, ça se paye 15 fois sur 2028. Après, c'est des forward PE, faut pas non plus les prendre au pied de la lettre. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, pour ce top 3, quelle entreprise? Là, j'ai pas fait j'avais fait, quelques mentions spéciales le mois dernier. J'avais mis du Booking, j'avais mis du comment dire? Du Reddit aussi qui aurait pu se trouver dans mon top 3 du mois dernier. Il y avait pas mal d'entreprises, j'avais mis, je crois Mastercard dans les mentions honorables. Bref, il y avait plein d'entreprises qui auraient pu être dans mon top 3 le mois dernier. Là, cette fois, j'en ai pas fait. Je vais pas vous mentir que j'ai pas non plus, autant de boîtes sous la main, je trouve sous-évaluées. Mais en tout cas, Netflix, moi, je trouve qu'à ce prix-là, ça peut être intéressant. On va aller voir. N'empêche niveau, ouais, ça a tapé le support à 70 il y a pas très longtemps là. Début juillet en fait, hein, ouais, début juillet ça s'est bien pété la gueule. Après ça a pas mal up, enfin fin juin pardon. Ça s'est bien pété la gueule, ça a pas mal up, c'était remonté à 77 et c'est reparti, ça a repris un petit missile, hein. Donc là on a le support à 70, ouais, et le support long terme à 60. Ça devait décevoir parce que je crois, je l'ai pas dit, mais les résultats sont dans pas très longtemps en vrai, hein. Il me semble que les résultats sont vendredi ou jeudi, je crois, non? Si je dis pas de conneries, non, le 16, ça doit être jeudi, si je dis pas de bêtises, jeudi prochain, quand je fais la vidéo. Donc là, ça peut être potentiellement un petit truc à aller jouer en vrai sur Netflix. Peut-être ouvrir une petite position. Peut-être de mon côté que je réfléchirais en vrai, ça peut être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quelle boîte vous allez prendre ou que vous avez pris tout simplement sur juillet. Bien évidemment, encore une fois, aucun conseil d'investissement. Faites vos propres recherches, sinon quand vous allez prendre un coup de moins 20% dans la tronche, vous n'allez pas être à l'aise avec vos positions, vous n'allez pas bien dormir la nuit et ça, ce n'est pas bon. Et n'oubliez pas, la dernière chose, c'est qu'investir est une formidable raison d'être heureux.